Ok, supposons que ce minuscule grain de sable, d'un diamètre d'environ 2 mm, soit notre planète Terre. Crois-moi, nous ne sommes même pas si grands à l'échelle cosmique, donc ce n'est pas exagéré. La Lune sera juste ici, à un peu plus de 5 cm, et il faudra trouver un grain de sable 3 fois plus petit que le premier. Il est difficile de dire si c'est le bon, alors supposons encore une fois que c'est le cas. Quel est le voisin le plus proche de la Terre, à part la Lune ? Vénus. On l'appelle notre planète sœur parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse, donc ce deuxième grain de sable va faire l'affaire. Pour ce qui est de la distance, nous allons devoir faire une petite promenade maintenant. Et voilà, nous sommes à plus de 6 mètres du grain de sable qu'est la Terre, et c'est le plus près possible. Ensuite vient Mercure, qui est plus de 2 fois plus petite que la Terre. Alors prenons un grain de sel cette fois pour varier. À quelle distance penses-tu qu'elle se trouve de sa voisine, Vénus ? Elle est ici à presque 8 mètres. Si tu as déjà vu un bus londonien à 2 étages, c'est à peu près l'équivalent. Bon, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors naturellement voilà, la grande et puissante étoile, aussi grosse que cette pierre. Elle a un diamètre d'environ 20 cm. Maintenant, où faut-il la placer ? Eh bien, tu ferais mieux de prendre un autre bus à 2 étages, car la distance entre le Soleil et Mercure est de 9 mètres, c'est-à-dire encore plus loin que Vénus. Et s'en aller de là jusqu'à la Terre, c'est déjà un sacré voyage. Dans l'ensemble, la distance est à peine inférieure à celle qui sépare 2 bases d'un terrain de baseball. Impressionnant, n'est-ce pas ? Et pourtant, on vient à peine de commencer. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur Mars, qui est 2 fois plus petite que la Terre. Prenons un grain de poivre rouge cette fois-ci. Mais la distance qui les sépare est encore plus grande que celle qui sépare Mercure du Soleil. Plus de 10 mètres. Nous le placerons donc ici. Et maintenant, prépare-toi pour le vrai choc. Traversons la ceinture d'astéroïdes pour atteindre Jupiter. Pour cela, il faudra s'éloigner d'environ 84 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Et la planète elle-même est à peu près de la taille de ce grain de raisin, à peine plus de 2,5 cm. Prenons maintenant un grain de raisin plus petit et éloignons-nous d'un autre 100 mètres. C'est la distance entre Saturne et Jupiter. Peux-tu encore voir notre pierre, à savoir le Soleil d'ici ? C'est plutôt difficile. Si tu prends le Golden Gate Bridge de San Francisco et que tu décides de t'élever de son point le plus bas à son point le plus haut, cela correspondrait à la distance entre Saturne et Uranus, la 7e planète du système solaire. Tu as remarqué que les distances augmentent à chaque fois ? Mais c'est loin d'être fini. Voici Neptune, la planète sœur d'Uranus. Bien qu'elle soit voisine, il nous faudra encore 250 mètres pour y arriver, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques mises bout à bout. L'ancienne 9e planète, Pluton, est notre prochaine destination. Si nous partons directement du Soleil, il y aura encore 4 piscines olympiques de plus. Et la taille de celle-ci n'est qu'un grain de poivre moulu. Pluton est 6 fois plus petite que la Terre. Et maintenant, place à l'inconcevable. Retournons d'abord à notre Soleil et recommençons notre voyage à partir de là. Tu te souviens de la distance à parcourir ? Oui, plus d'1,5 km maintenant. Pour atteindre la limite intérieure du système solaire, à partir de ce point, nous devrons faire le tour de la Terre 4 fois. Toujours à l'échelle où le Soleil n'est qu'une pierre de 20 cm de diamètre. Et quand ce sera fait, nous nous retrouverons dans une énorme ceinture de morceaux de glace flottants, le nuage de Oort. La largeur de cette ceinture dépasse largement les limites de notre planète, mais nous allons essayer. Prenons 3 rochers de la même taille que notre Soleil et disposons-les en ligne. Et maintenant, imaginons que chacune de ces roches a la taille du vrai Soleil. C'est la largeur du nuage de Oort qui tourne en cercle autour de tout le système solaire. Si nous le mettons à notre échelle initiale, le Soleil ne sera même pas visible, pas plus grand qu'un atome. Donc recommençons avec une autre échelle. Cet anneau de pierre contient en son sein l'insondable volume de l'espace. Son rayon est d'environ 1 année-lumière. Fixons-le désormais à 1 cm. Ce sera notre référentiel pour toutes les découvertes à suivre. Le système stellaire le plus proche est Alpha Centauri et il sera à environ 4 cm de distance. Il est composé de 3 étoiles et d'au moins une planète qui pourrait être habitable. Le système est trop petit pour être visible à cette échelle, mais nous allons faire comme si ce grain de sable était suffisant et aller plus loin. Ensuite, allons au bord de la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie elle-même fait environ 100 000 années-lumière de large, mais nous ne sommes pas loin de son centre,
Donc la distance ne sera que de 50 000 années-lumière. Sur l'échelle super réduite que nous avons créée, elle sera de 500 mètres. Si tu allongeais la tour CN de Toronto, il ne manquerait que quelques mètres. D'ici, la galaxie la plus proche de nous est Andromède. Dans un futur lointain, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Mais pour y arriver, nous devrons parcourir près de 25 km, soit 2,5 millions d'années-lumière en échelle réelle. À titre d'information, c'est 2,5 fois plus profond que le point le plus profond de la fosse des Mariannes, connu sous le nom de Challenger Deep. Ensuite, il y a un objet que nous pourrions enfin placer à plus grande échelle, NGC 604, une nébuleuse stellaire située dans la galaxie du Triangle. En ligne droite, nous n'aurions besoin de parcourir que 2 km de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors faisons-le. Et la nébuleuse elle-même a un diamètre d'environ 1500 années-lumière, ce qui équivaut à 15 mètres dans notre échelle. Comme un immeuble de 5 étages. Mais revenons en arrière d'environ 1 km et regardons autre chose. Cet objet a presque exactement la taille d'un Boeing 747. Et étonnamment, c'est une galaxie naine pour être précis. Messier 32 a un diamètre de 6500 années-lumière et c'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Ils se déplacent ensemble, Messier étant entraîné par la gravité de sa grande sœur. Et maintenant, prépare-toi au grand vertige. Nous allons entrer dans des distances et des tailles qui sembleraient impossibles si elles n'étaient pas vraies. Revenons d'abord au cercle de roches qui constitue notre système solaire. En remontant et en s'éloignant de notre système solaire, nous pouvons voir la Voie lactée qui s'étend sur 20 km de large. En continuant à prendre de la hauteur, on peut voir le grand vide autour de la galaxie que nous avons déjà traversée aujourd'hui, 25 km de néant. Puis, on voit les galaxies et les galaxies naines qui entourent la nôtre. D'abord Andromède, puis d'autres, jusqu'à ce que l'on soit assez haut pour voir tout le groupe local. C'est un amas galactique dans lequel la Voie lactée ne représente pas plus de 1%. Le diamètre est de 100 km. Élevons-nous plus haut encore, et maintenant, nous voyons le superamas brillant et lumineux de Laniakea, qui abrite le groupe local. D'ici, notre galaxie n'est même pas visible. Le diamètre du superamas est d'environ 5200 km. C'est plus que la distance entre Los Angeles et New York. Et ce n'est pas fini. De plus en plus haut, jusqu'à ce que nous voyions le grand mur de Boss, c'est un superamas situé à une distance inimaginable de nous, et à notre échelle actuelle, son diamètre est d'environ 10 000 km. C'est plus que la Grande Muraille de Chine avec toutes ses branches. Pas étonnant que ce soit le boss des superamas. Et enfin, nous sommes maintenant dans l'espace intersidéral, même si le modèle de notre galaxie est resté si loin en dessous qu'on ne peut pas le voir sans télescope. Et nous regardons maintenant le plus grand objet de l'univers observable, le grand mur Hercule Corona Borealis. Sur l'échelle actuelle, il se trouve à 100 000 km de la Terre, soit un quart de la distance Terre-Lune. Et son diamètre est le même, donc il occupe un autre quart du chemin. Il y a des milliards et des milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles, et les possibilités sont presque infinies. Et pourtant, l'univers est toujours en expansion. Donc, ce n'est que le début. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique, qui se redigant tous enrolles ensemble, très étroitement.
Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballait, éclatait et formait des boules. On les appelait éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie.
Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente, et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros finalement. Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe. Le premier vaisseau spatial a touché le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante.
Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre deux points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie, mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagnes. Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du Soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du Soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à 4 autres approches en 2022.
En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du Soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du Soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque 6 fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du Soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du Soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma. L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe, ou WISPER, est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium. Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS, où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendrait que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil, atteignant une vitesse d'environ 690 000 km/h. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064% de la vitesse de la lumière. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge.
Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire.
C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan.
Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski ? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige ? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds ? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver ? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité ? Ne sont-ils pas dangereux aussi ? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non ? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que, combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie ? Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années.
il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace. Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil, voire plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire, ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil. Et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents, et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment, et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau, mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le mont Everest. Les canyons pourraient être si profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible, pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines.
Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration, et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette Terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil. La lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus, car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert. Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement, pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement, et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Avec peu de végétation, se tenir debout ne serait pas si nécessaire pour trouver les prédateurs autour de nous. Nous ne serions pas non plus les coureurs les plus rapides, mais nous serions assez forts pour combattre une meute de loups à l'allure patibulaire. Et si la Terre était gigantesque, il est possible que de multiples espèces d'humains erreraient sur la Terre, dans des zones isolées. Certaines espèces humaines grandiraient et évolueraient pour devenir les penseurs intelligents d'aujourd'hui, mais d'autres resteraient les mêmes. Et certaines créatures du passé seraient toujours là, inchangées. Les requins existeraient depuis l'époque des dinosaures. Ils n'auraient pas eu à changer de forme ou à s'adapter parce qu'ils seraient largement dominants. D'autres animaux seraient restés les mêmes en raison de leur isolement. L'île des Galapagos abrite des animaux uniques, parce qu'ils sont seuls depuis très longtemps. Sans prédateurs propres qui les entourent constamment, ils ne craignent pas les humains. La nouvelle Terre géante comporterait des régions aussi grandes que l'Asie, remplies d'animaux isolés, qui seraient restés exactement les mêmes que lors de leur apparition. L'espèce humaine de ces régions resterait également la même, puisqu'elle n'aurait pas bougé, ni expérimenté quoi que ce soit de nouveau. Leur régime alimentaire serait aussi le même, et ils se seraient habitués au climat dans lequel ils se trouvent. La technologie se serait également développée différemment dans les différentes parties de la planète. Certaines régions étant totalement isolées, ils n'auraient pas eu accès aux nouveaux appareils et inventions. C'est comme si l'on vivait sur une planète dont les époques étaient différentes selon les lieux. D'autres zones, à l'inverse, seraient si avancées qu'elles pourraient même envoyer des navettes dans l'espace, à la recherche de la vérité et de réponses. Notre gravité est suffisante pour que nous puissions vivre correctement et développer la vie. Mais si nous augmentions notre taille pour atteindre celle de Jupiter, la gravité nous écraserait. Et étant de la taille du Soleil, la Terre ne serait même pas une planète en tant que telle, mais une naine brune qui brûlerait constamment, jusqu'à devenir un nouveau Soleil. Pour l'instant, la Terre est si petite dans notre univers que nous sommes pratiquement comme un grain de sable dans le désert. Au niveau cosmique, nous sommes une contribution insignifiante à cet univers.